Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du comité permanent du Conseil sur les stratégies et politiques publiques. Essentiellement, c'est une réunion où on reçoit des présentations, soit des citoyens ou de notre personnel de l'Hôtel de Ville. Il n'y a pas de décisions qui sont prises. C'est surtout normalement des recommandations qu'on entend. Et puis sur différentes politiques ou sujets concernant notre communauté. Alors, ça permet une discussion beaucoup plus ouverte et moins structurée, on va dire. Ça ne veut pas dire que c'est un brouhaha, là, mais un petit peu moins structurée que les réunions officielles du conseil municipal. Alors, sans plus tarder, je demanderai à M. Louis Doucette et Mme Fleurette Landry de s'avancer pour nous présenter. Ah ben OK, c'est Mme Cormier qui va présenter le sujet. OK, alors, attends une seconde que... Et voilà, le micro. Merci. Bonsoir, membre du Conseil. Je voulais juste faire une petite présentation avant qu'on commence la politique. Ceux autres vont présenter la politique. Ils la connaissent très bien. Ça fait que ceci, comme on sait, c'est un jour qu'on vient célébrer la fête de la famille, qui était hier, le 18 février. En passant, les activités ont très bien été, qui ont eu lieu à Dieppe. Je sais que Randonnée entre nous, ils ont donné passer 650 chocolats chauds. Regardez les médias... On dirait qu'il n'y a rien qui se passe à Dieppe, on dirait que ça se passe tout de l'autre côté du ruisseau, mais on sait que dans les médias sociaux, par contre, Dieu merci que nos citoyens aiment de parler de nos activités. Parfait, parce qu'il y a eu des choses qui sont bien passées. Oui. Et puis, donc, il s'agit de la création de l'une des premières politiques familiales de la province. Je sais que la ville de Laurville l'avait. Edmundston est encore en cours, en train de la préparer. Donc, on va être une des premières de l'avoir ici au Nouveau-Brunswick. Découle de ça découle de la planification du plan stratégique de la ville. Comme que vous le savez, vous l'avez voté pour 2016 à 2020 dans notre plan stratégique. C'est une des stratégies, un des objectifs qu'on a. On a mis aussi un comité sur pied. J'en ai le moment aussi de remercier nos collègues de travail qui étaient sur le comité, Annie Duguay, Luc Richard, André Frenette, moi-même. On avait anciennement Carole Landry, notre ancien chef de pompier. Puis aussi, on a les membres du comité. On va pouvoir les nommer tantôt. On a 2 justes ici. On a Joanne Thériault aussi avec nous autres. Puis, ça fait que les 2 qui vont présenter la politique, on va présenter Fleurette et Louis Doucette, qui sont bien acceptés de nous présenter la politique. Puis aussi, remercier notre consultant Marc Leblanc, qui est ici avec nous autres aussi, qui nous a constitués tout au long des travaux. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Mme Landry, M. Doucette, bonsoir. L'expression anglaise dit « vous avez été voluntold » et pas « volunteered ». C'est exactement ça. Donc, bonsoir, puis merci de nous donner la chance de présenter cette première politique familiale telle que proposée par notre comité. Donc, Pauline a déjà mentionné les membres de la Ville. On les remercie sincèrement d'avoir collaboré et d'avoir participé au comité. On aimerait aussi remercier les citoyens qui, à part de Louis et moi-même, Philippe Arsenault, Mathieu Landry, Carmen Renaud et Joanne Thériault qui ont participé. Donc, pour débuter notre travail, on a fait des invitations à des groupes et à la population de la ville de Dieppe afin de mieux connaître leurs opinions et leurs idées sur les actions à prendre pour cette première politique familiale de notre municipalité. De plus, nous nous sommes réunis à 4 reprises au cours de la dernière année, en plus de prendre part à différentes activités de consultation du public, et aussi on a partagé beaucoup de commentaires par courriel. Alors, dans la mise en contexte de cette politique familiale, vous le savez très bien, le conseil municipal, dans son plan stratégique 16-20, a développé l'axe, c'est-à-dire le développement communautaire et ville en santé, et de la stratégie de devenir un modèle d'une communauté en santé et du mieux-être. Elle s'est fixé donc l'objectif de se doter d'une politique culturelle, une politique familiale, lapsus.
Vous l'avez Proche- déjà, c'est la proche politique. du cœur, je Vous l'avez comprends. déjà, la politique culturelle. C'est culturel, je sais que c'est très proche du cœur. là. Oui, oui, c'est ça. Alors, peut-être rappeler c'est quoi la politique. Une politique familiale, elle sert surtout de guide à la municipalité dans ses décisions sur des sujets qui peuvent avoir un impact sur la qualité et le mieux-être de toutes nos familles. Qui plus est, une politique familiale sert d'outil de référence pour les différentes organisations qui travaillent avec les familles. Puis la Ville, qui est municipalité amie des aînés, possède déjà différents plans et politiques qui abordent des éléments favorisant une meilleure qualité de vie pour les familles. Alors, nous croyons que cette nouvelle politique familiale, combinée avec les démarches déjà entreprises par la Ville, dans ces différents plans et politiques en place, permettront aux intervenants du milieu de mettre en œuvre des plans d'action concertés qui répondront aux besoins actuels et futurs de l'ensemble des membres de la famille. Pour établir cette politique familiale, on est parti de deux énoncés. La famille demeure une priorité pour la ville de Dieppe et la famille peut déjà bénéficier de nombreux programmes, activités et installations culturelles, sportives et communautaires. D'ailleurs, dans les commentaires qu'on a reçus lors des consultations, plusieurs personnes ont souligné que la ville fait déjà du très bon travail pour la famille. Nous avons reçu des témoignages très élogieux à ce sujet. On pense que vous deviez l'entendre. Cependant, rien n'est parfait comme de raison, puis ces consultations nous ont permis de proposer des améliorations et même des nouveautés. Alors, comme Fleurette l'a mentionné tout à l'heure, il y a déjà presque un an qu'on s'est rencontrés. Notre première rencontre du comité de travail remonte à mars de l'année passée. Donc, les travaux par le comité de citoyens, mais aussi avec des représentants de tous les départements de la ville qui se sont réunis autour d'une table pour développer la méthode, la mission, les principes directeurs. On a commencé par une rencontre publique qui a eu lieu ici même dans l'entrée de l'hôtel de ville avec une vingtaine de participants. Ça nous a permis de déjà dessiner un premier canevas des intentions, des genres de besoins exprimés par différentes familles, différents types de familles et de citoyens. Ça nous a amené à une première consultation en ligne avec une question. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer la vie familiale à Dieppe? Très simple, mais à partir des réponses, on a fait aussi des rencontres avec 6 organismes qui s'occupent des enfants, comme le Club Garçons et Filles, les garderies. On a aussi fait des présences au mercredi chaud, à la piscine, à la bibliothèque. Donc, beaucoup de gens ont été sollicités pour avoir un feedback sur ce que devrait représenter ou ce que devrait contenir une politique familiale. Il y a eu une consultation en ligne par la suite à l'automne, assez exhaustive, qui a réussi à aller valider de l'information auprès de 324 répondants. En tout et partout, on parle de 500 personnes consultées dans le processus. Et ce soir, on veut vous présenter le contenu de la politique que vous avez devant vous. Donc, c'est un contenu que l'on retrouve généralement dans les politiques familiales, notamment dans les autres provinces, surtout au Québec, qui semble être un des précurseurs dans ce domaine. D'abord, on a voulu trouver une mission et une vision. Et on a décidé d'opter pour la même mission et la même vision que celle de la Ville dans son plan stratégique, car nous trouvons que ces deux énoncés pour la politique familiale, ça s'inscrit parfaitement dans la politique familiale. Alors, définir c'est quoi une famille, c'est pas une mince tâche. On a tourné la question de différentes façons. Puis je peux vous dire qu'autant il existe énormément de politiques familiales, surtout au Québec, et il n'y en a pas un qui a la même définition. La nôtre, elle se résume comme ceci. C'est toute association de 2 ou plusieurs personnes liées de façon significative entre elles par des liens de consentement mutuel, de naissance, d'adoption, de récomposition familiale ou de placement grâce à un sentiment d'appartenance et qui, ensemble, assument à divers degrés la responsabilité familiale tout au long de la vie.
Soulignons qu'on a vraiment opté pour une définition inclusive pour refléter les différentes structures familiales, y compris, mais sans limiter, les familles monoparentales, les couples homosexuels ou recomposés, les couples mariés en union ou de fait, avec ou sans enfants, les familles intergénérationnelles. Bref, on a voulu ratisser très large pour que tous les gens se sentent vraiment impliqués dans le sens familial. Puis, en établissant des principes directeurs pour cette politique familiale, nous nous sommes appuyés sur l'énoncé suivant. Il ne faut pas oublier que la ville de Dieppe est une ville francophone offrant des services dans les 2 langues officielles. Maintenant, vous voyez que les 5 principes directeurs de cette politique familiale sont écouter et engager et optimiser le rôle des familles dans la ville, guider les actions de la ville en précisant son rôle et ses partenaires, mettre en valeur les avantages pour les familles que Dieppe possède, assurer une approche inclusive pour toutes les familles et promouvoir le fait que la ville est un endroit où les familles peuvent s'épanouir. Nous croyons que ces principes contribueront à la construction identitaire de la ville. Vous le constaterez également dans certaines actions proposées plus loin, qui sont liées à des échanges entre les citoyens et les citoyennes et d'autres dans la ville. Alors, dans le cadre de la préparation de cette politique familiale, on a identifié 3 enjeux pour lesquels des actions sont possibles. Commençons par l'accessibilité, que l'on considère comme un enjeu avec différents angles. Il y a d'abord la dimension financière, avec la tarification pour des activités et des services offerts par la ville. Et de plus, l'offre des activités est une composante de l'accessibilité dans la mesure où l'horaire doit permettre la participation. Et on réalise qu'avec le train de vie qu'on mène aujourd'hui, c'est pas toujours évident de permettre à l'ensemble des familles de participer aux activités. Donc, il va falloir y avoir une préoccupation de ce côté-là. L'autre enjeu, on parle de partenariat. Il est clair que la ville de Dieppe ne peut à elle seule assumer l'entière responsabilité de toute la gamme de services et de soutien à offrir à la famille. Elle doit donc collaborer et identifier différents organismes ou entreprises pour l'implantation et la réalisation des actions de cette politique. Et finalement, on parle de la création d'un environnement d'échange entre les citoyens, les groupes, les entreprises, la municipalité, qui permettra de mieux connaître les besoins des différents types de familles. On parle donc de la nécessité d'une communication efficace, une consultation fréquente et une coopération entre la ville et tous ses partenaires. Dans la préparation de la politique, le comité a voulu avoir un portrait de la ville et a donc examiné quelques statistiques. Nous sommes conscients que la ville a eu une forte croissance dans sa population dans les dernières années. Par exemple, la population est passée de 12 000 habitants en 1996 à 25 000 habitants en 2016. On s'est arrêté, par exemple, au niveau des nouveaux arrivants. On a vu qu'il y avait une belle croissance des nouveaux habitants, des nouveaux arrivants. En 2016, 1200 nouveaux arrivants comparé à 1996 où il y en avait 265. Et on a aussi constaté qu'en 2016, on avait presque rejoint la moyenne provinciale en termes de croissance à Dieppe. Donc, c'est très, très positif. Au niveau des groupes d'âge, nous voyons que les 25 à 54 ans, représentent 44,2% de la population à Dieppe, comparativement à 38,3% la moyenne de la province. On a aussi de 0 à 14 ans, ça représente 18,1% de la population comparativement à 14,8% au niveau de la province. Donc, jusqu'à date, la croissance est plus rapide à Dieppe dans ces groupes d'âge. La même chose pour les 15 à 24 ans où on représente 11,6% de la population et 11% au niveau de la moyenne provinciale. Les 55 ans et plus, la moyenne est un peu plus basse, soit on est à 26,2%. Je dis on parce que malheureusement, je suis dans ce groupe-là, de la population. Et la moyenne provinciale est de 35,9%. Il faut quand même dire que
La ville de Dieppe est beaucoup plus jeune que le reste de la province. C'est ça, exactement. C'est un peu ça qu'on avait retenu de ça. Et maintenant, si on regarde au niveau des familles, la croissance au niveau des familles est en fonction avec la croissance de la population comme de raison. Et en 2016, on comptait 7 445 familles à Dieppe. Et de ces familles, 3 195 étaient avec des enfants. Maintenant, sur le plan universitaire ou de l'éducation ou de la formation, on remarque à Dieppe, le niveau d'éducation postsecondaire, collégiale et universitaire est quand même de beaucoup supérieur à la moyenne néo-brunswickoise. Même chose au niveau des revenus, il y a une légère marge de plus en termes de revenus pour les différentes familles. Quand on parle de revenus familial moyenne, là, pour les enfants les couples qui ont des enfants, on parle d'une moyenne de 2,5 enfants, alors que les familles recomposées, on parle de 2,6 enfants. Donc, les données sont avantageuses et ce qu'il faut quand même dire, c'est que nous, on a porté plus d'attention aux personnes qui sont moins favorisées et qui se retrouvent sous la moyenne. Et on pense que la politique familiale va surtout aider cette population. Maintenant, on a identifié des axes d'intervention, les familles actives, familles en sécurité et familles engagées. Les familles actives proposent des résultats et des actions qui favorisent l'activité physique, les arts et la culture. La Ville veut donc offrir le plus d'opportunités possibles pour que les familles puissent améliorer son mieux-être en bougeant et en s'épanouissant par des pratiques de loisirs, d'art et de culture variées. Les familles en sécurité incluent les résultats souhaités et des actions visant à offrir un cadre de vie sécuritaire avec notamment des campagnes de sensibilisation. Et finalement, la Ville pourra continuer à compter sur des familles engagées au sein de la communauté et dans les organismes avec des occasions de rencontre. Et on pense que cet axe peut définitivement favoriser une meilleure intégration des nouvelles familles. On a retenu 18 actions qui peuvent s'adresser directement aux familles actives pour cette politique familiale. Il va de soi que d'autres actions pourront être ajoutées au cours des prochaines années, mais il y a donc 7 actions qui se trouvent présentement dans l'axe des familles actives. Si on commençait par la première, on parle d'examiner la possibilité d'intégrer les familles dans la notion de groupe, dans les différentes tarifications et installations municipales. J'en faisais référence tout à l'heure. L'action 2 à 5 devrait donner plus d'occasions aux familles de pratiquer les activités physiques. C'est toutes des actions qui sont centrées vers l'action de bouger, utiliser les différentes installations de la ville à cet effet. Pour l'action 6, elle reflète donc la volonté de plusieurs familles d'utiliser leur vélo pour des activités récréatives et autres. On sait que Dieppe a déjà été très active de ce côté-là avec Vélotour, puis mais il y a définitivement beaucoup plus à faire encore. Et finalement, l'axe culture, on pense que dès la jeune enfance, il est important de développer davantage et de contribuer à la construction identitaire des jeunes par la pratique d'activités culturelles dans notre communauté. D'ailleurs, le district scolaire sud, Franco-Sud, a adopté le développement de l'identité construction identitaire comme faisant partie de leurs actions dans les écoles. Et je me souviens que dans les années 80, on avait travaillé sur l'intégration des arts et de la culture dans les milieux scolaires. Puis à ce moment-là, on utilisait une phrase qui m'avait toujours marqué puis qui est encore vraie aujourd'hui. On dit que si l'expérience des arts et de la culture n'est pas heureuse à bas âge, il y a peu de chances que le miracle se produise plus tard, à l'âge adulte. Alors moi, je pense qu'à Dieppe, si on axe sur la famille et qu'on donne des opportunités à nos jeunes de vibrer au niveau des arts, de la culture, des loisirs, des sports, on fait des individus complets et ça les rend des citoyens entiers.
Nous proposons aussi, pour l'axe des familles en sécurité, 4 actions. Des commentaires ont été reçus pour l'amélioration des passages de piétons. On le sait que le travail se poursuit et c'est important de le faire où les conditions le justifient, comme vous le voyez à l'action 8. La mise en place et la poursuite de stratégies en matière de sécurité sont importantes aux yeux des familles. Donc, si vous verrez que c'est expliqué à l'action 10. Et enfin, à l'action 11, l'accès au logement pour tous, surtout dans les logements, pour des logements abordables et avec plusieurs chambres à coucher, c'est également une préoccupation, puis on voit ça à l'action 11. Maintenant, 6 actions ont été identifiées pour l'axe des familles engagées. L'action 12 est orientée vers l'aide financière qui va au-delà des frais d'inscription. On veut permettre au plus grand nombre de familles de prendre part aux activités et programmes de la Ville avec l'aide appropriée, par exemple, en plus de l'inscription, que ce soit le transport, l'équipement et tout ça. Tandis que les actions 13 et 14 misent beaucoup sur l'engagement communautaire. Dans l'action 15, nous voyons que la construction du centre intergénérationnel et l'existence du Centre des arts et de la culture peuvent favoriser le mieux-être des familles. C'est expliqué à l'action 15. Dans l'action 16, il y a souhait que les adolescents puissent s'engager davantage avec la communauté. Enfin, les actions 17 et 18 misent sur le partenariat. Alors, pour la mise en œuvre de cette politique familiale, ça a d'abord été assuré par le service culture, loisirs et vie communautaire. Je salue l'initiative de Pauline. Elle a vraiment fait une démarche. Elle a rencontré tous les départements de la Ville. Ils ont épluché le document avant d'avancer dans le processus. Question de s'assurer que tout le monde était au diapason dans les intentions de la politique. On a donc élaboré un plan d'action, c'est-à-dire que le plan d'action annuel sur 5 ans, c'est quelque chose qui s'en vient, 19-23, basé sur un échéancier réaliste, avec une importante opération des communications dans le but d'informer les citoyens au fur et à mesure que les réalisations vont se faire. Et enfin, on va valider annuellement les résultats pour peaufiner et réajuster le tir. Donc, en conclusion, on peut dire que cette politique se veut inclusive à la fois à la majorité des familles et notamment celles les moins favorisées. Elle propose des actions d'échange entre les différents groupes et les cultures dans un contexte de notre culture acadienne. Et finalement, tout ce qu'on souhaite, c'est que vous, comme membre du conseil municipal, allez appuyer cette politique et démontrer la volonté de la mise en place de la politique familiale en fournissant les ressources nécessaires et en prenant des décisions en conséquence. Alors, là-dessus, il nous reste juste... On était supposé dire merci en chœur, mais... Oui, on avait composé une chanson, mais il manque de temps. Alors, on vous remercie de votre écoute, puis on connaît, on est citoyen de Dieppe depuis longtemps. Moi, je suis excessivement fier d'être citoyen de Dieppe. Il y a eu des bels accomplissements auxquels j'ai pu prendre part à différents niveaux, puis même chose pour Fleurette, donc... on est très excités, et ainsi qu'au nom de tous ceux du comité de citoyens qui étaient avec nous dans le travail, on est tous excités à l'idée que Dieppe soit une des premières villes au Nouveau-Brunswick à adopter éventuellement une politique sur la famille. Alors, merci. On est ouvert aux questions, commentaires. Merci beaucoup à vous deux. Je pense que ça aurait été difficile de trouver deux personnes qui représentent... aussi bien que vous représentez notre communauté, de la façon que vous avez continuellement œuvré chacun dans des secteurs différents, mais toujours avec bonne volonté et courage pour la communauté et faire avancer notre communauté. Alors là-dessus, question de la part des membres du Conseil. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire.
ce n'est pas une question, c'est tout simplement que je veux vous remercier pour le travail que vous avez fait avec votre groupe. Moi, ça fait plusieurs années que je demande qu'on ait une politique familiale ici, puis je suis très content que finalement ça arrive. Et j'ai beaucoup aimé apprécier la définition de famille que vous avez donnée, qui est très inclusive, puis c'est très bien. Et aussi, j'ai noté le commentaire de Fleuret tout à l'heure, qu'on veut favoriser les familles qui ont le plus besoin. Parce que la plupart des gens à Dieppe sont assez fortunés, mais il y a beaucoup de familles qui n'y arrivent pas. Puis je pense que c'est bien de vouloir cibler ces personnes-là. Alors, merci beaucoup pour le beau travail. Merci, M. le conseiller Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Monsieur le maire, je veux faire l'écho que vous avez choisi deux bonnes personnes pour étudier le comité, en effet. Une communauté inclusive, une communauté en évolution. Donc ça, c'est primordial pour aller de l'avant et vivre en 2019. Moi, je suis un gars à Lys. J'aime ça, vous avez mis des actions. 16, c'est ça? 18. Donc, quelle action devrait se faire avant les autres? Pour moi, action 11, logement abordable, c'est une question de l'heure tout de suite. On le voit partout à travers le Canada, les régions urbaines. Action 15, on a déjà le bijou de Centre des Arts. Il faut non seulement en travailler, j'ai vu José Turgeon tantôt, on va certainement en parler avec le Centre des Arts. C'est un bijou pour notre communauté, puis il faut y investir. Le Centre intergénérationnel va quand même donner un nouveau visage pour la ville de Dieppe. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a des priorités dans nos actions ou toutes les 18 doivent se faire? Bien, je pense que vous avez... Quand on a consulté, on aurait pu en mettre beaucoup plus que 18, comme qu'on a expliqué, mais on disait qu'il faut quand même commencer à quelque part. Donc moi, c'est mon opinion à moi, je pense qu'il faudrait vraiment travailler sur les 18 presque simultanément, si c'est possible, parce qu'il y a certaines qui touchent différents secteurs. Donc je pense qu'au niveau de la sécurité, on peut travailler sur quelque chose en même temps que quelqu'un ou Expansion Dieppe travaille avec ceux qui bâtissent des nouveaux appartements pour avoir plus de logements abordables. Donc, je dirais que oui, les 18 qui sont là, selon nous, étaient les 18 plus importantes pour commencer. Donc, je pense qu'on devrait, je sais que c'est beaucoup de travail pour la ville, mais les employés, mais on parle aussi beaucoup de partenariats. Donc, on veut que les organismes et la population travaillent avec la ville pour accomplir ces actions-là. Selon moi, ça devrait être fait, si possible, de façon simultanée. Peut-être en complément d'information, il faut aussi réaliser que la ville, puis c'est tout à votre honneur, vous faites déjà beaucoup. Dans l'axe famille active, Dieppe propose déjà beaucoup d'activités dans les différents secteurs. Côté sécurité, il y a des choses qui se font déjà très bien, il y a des choses à venir. Famille engagée, la même chose. Je pense qu'on a déjà développé cette approche collaborative et coopérative en allant chercher des alliés. Il faut continuer à les faire, puis je pense que le défi pour le secteur loisirs, culture, ça va être de justement donner l'axe des bonnes priorités. J'ai cru comprendre de Pauline, suite aux rencontres qu'elle a eues avec les différents départements, il y a déjà des lumières qui se sont allumées pour différentes pistes. Donc, sur les trois axes, un peu comme Fleurette a dit, je pense que tout va s'avancer, mais il faut que l'échéancier soit réaliste et qu'au terme de chaque année, dans le plan 5 ans, qu'on soit capable de mesurer des degrés de succès assez élevés selon les objectifs fixés. Super. Puis c'est ça, Monsieur le maire, je crois que la politique qu'on a épluchée aujourd'hui, c'est un beau verbe, qu'on a épluché aujourd'hui, c'est probablement une des politiques les plus importantes qu'a nous devant ce conseil, je crois, dans les 3 dernières années. Puis je crois que quand il donne un peu de dents, ça peut certainement vivre, puis faire dans un proche avenir, faire ce que le département de loisirs culturels se donne une bonne vie. Donc, Merci, M. Alain. M. Godette. Monsieur le maire, très beau rapport. Merci pour votre travail assez ardu de tout mettre ça ensemble puis le rendre aussi succinct que possible. Un des points que j'aimerais te soulever, c'était lors des consultations qui a eu lieu. Il y a eu lieu ici à l'Hôtel de Ville. Je me rappelle clairement de cette soirée-là.
il y avait beaucoup d'aînés présents. Puis, ce qui ressortait de cette réunion-là, de la part des aînés surtout, c'était un besoin d'avoir un statut ou un feeling d'appartenance et moins d'isolation. Donc, j'essaie de voir à travers le rapport où ça peut ressortir cet élément-là. Je vois qu'il y a une référence aux aînés par rapport au centre intergénérationnel. Oui, un des points que moi je trouvais que c'était important, c'est que ces gens-là ont exprimé une sorte d'isolement. Puis se sentaient partie de la famille quand même s'ils ont l'âge de 75, 80 ans, puis ils demeurent dans des résidences. Des fois, ils se sentent renfermés. Et peut-être un des axes additionnels là-dedans, ça aurait été intégration, appartenance, où on adresse surtout ces gens-là qui se sentent isolés dans la communauté. Avez-vous eu la chance de discuter de ces éléments-là, puis qu'est-ce qui est ressorti de ça? Parce que je sais qu'il y a eu un membre sur le comité qui représentait les aînés, donc j'assume qu'elle aurait clairement expliqué ce dilemme-là. En tout cas, dans les premières réunions, ce que je peux dire, c'est qu'on en a parlé énormément. On a parlé justement des gens qui vivaient l'isolement, puis je pense qu'un des angles qui sera favorisé, c'est justement dans l'intergénérationnel, en utilisant le centre intergénérationnel, ou même on a fait référence au centre des arts et de la culture, où il fallait trouver davantage d'opportunités de profiter de l'expérience des gens plus avancés dans l'âge, qui ont des expériences à partager avec les jeunes. Donc, dans le document plus complet, parce qu'à partir de cette présentation, il part d'un document beaucoup plus complet, là, on en fait peut-être un petit peu plus référence. Mais ça a été une préoccupation. Peut-être tu veux compléter, Fleurette? C'est un peu la même chose. C'est juste que je voulais dire, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas dans les actions tout mettre, mais comme l'action 15 va pouvoir comporter beaucoup plus de stratégies et ça sera à développer probablement au cours des plans d'action au niveau des 5 ans. Mais c'est pour ça qu'on a mis qu'on voulait favoriser beaucoup plus les échanges entre les enfants, les adolescents et les aînés par des ateliers culinaires. On a mis quelques exemples, mais c'est sûr qu'il pourra y avoir beaucoup plus de stratégies que ça qui sera développée. Puis on espère que le centre intergénérationnel, comme le Centre des arts, vont vraiment donner l'occasion de faire des choses comme ça. Okay, merci. Merci, M. Godette. Quelqu'un d'autre du Conseil? Sinon, encore une fois, je veux vous remercier pour la présentation, mais aussi, surtout, pour le travail qui a été accompli. Je sais que c'est une tâche assez énorme de prendre en considération tous les différents aspects de la ville. Je pense que moi, comme maire, puis je suis convaincu que les membres du Conseil ressentent la même chose, nous sommes vraiment choyés d'avoir la communauté que l'on a. Puis je pense que vos statistiques démontrent toutes sortes de chiffres qui parlent sur le sujet, mais il ne faut pas oublier nos nouveaux arrivants. Il ne faut pas oublier non plus les familles qui, comme vous l'avez si bien souligné, les familles qui ont un peu plus de besoins que d'autres. Puis le travail de pro-jeunesse est évidemment un gros morceau dans tout ça. Ça montre vraiment le cœur de notre communauté. Alors, on va certainement reparler de tous ces éléments-là au cours des prochaines semaines, mois, années, de façon à continuer à faire avancer notre communauté. Aux jeunes qui sont ici présents dans la salle, je vous dirais, vous avez un petit défi en avant de vous autres. C'est parce qu'à un moment donné, plusieurs d'entre nous allons vouloir se tasser de côté puis vous faire de la place. Alors, vous êtes parmi ceux et celles qui, on s'attend, vont vouloir relever ce défi-là. Parce que c'est un beau défi. C'est une des actions, d'ailleurs. Oui, bien, c'est bien ça. Alors, c'est excellent. Alors, merci encore une fois, puis merci au personnel aussi qui s'est engagé dans ce processus-là. Je pourrais en parler pendant des heures, tous les différents éléments, mais je pense que vous l'avez très bien résumé, puis on va continuer à mettre la pression là où on doit, de façon à trouver les argents, parce que souvent, ça commence avec des budgets,
et les mettre à la bonne place pour continuer à faire avancer notre communauté. Merci encore une fois à tous. Merci. Bon, donc je retourne à mon ordre du jour. Je pense qu'on a juste une autre présentation pour... non, 3 autres, excuse-moi. Je vais trouver mon ordre du jour, mais là, on pourra plus en parler. Alors, la deuxième présentation, c'est le voyage humanitaire en Haïti des élèves de la 9e année de Mathieu Martin, avec présentation de M. Maurice Henry et toutes ces belles personnes présentes. Bonjour, Monsieur le maire. Merci beaucoup pour l'occasion de parler à vous et aux conseillers et conseillères de nous avoir ici ce soir. C'est un peu émotionnel un peu de parler à propos d'un voyage en Haïti avec ce qui se passe maintenant en Haïti. C'est un peu grave, c'est certain. On a tous entendu sur les nouvelles. Donc, parler d'un voyage parmi tout ça, on dirait que c'est un peu difficile, mais on a des bons jeunes avec nous autres. Je suis en présence d'une partie de nos jeunes et aussi des parents et des adultes qui vont venir avec nous autres. Vous donner un petit aperçu de c'est quoi le projet. J'aimerais vous présenter le projet et un peu de la place en Haïti puis les gens qu'on va travailler avec, puis qu'est-ce qu'on a accompli. Le projet, la fondation du projet, c'est Caméra pour guérir, donc c'est un projet de photothérapie qu'on travaille avec, destiné à fournir aux jeunes un espace de réflexion, de sécurité, d'échange d'idées, compréhension et développement personnel à travers le processus de création. Donc, on sert la photographie pour aider les gens, les jeunes là-bas à parler et exprimer à travers le trauma qu'ils ont subi. Par exemple, dans le voyage qu'on va faire, c'est une place Port-Salut. Je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé à Port-Salut. Mais notre mission, c'est de soutenir la guérison émotionnelle par l'expression créative pour ceux qui vivent avec la douleur, le chagrin, la peur, la pauvreté ou le stress. Puis, c'est vraiment quelque chose que, quand on est là, quand on voit quelque chose un peu puissant, puis l'idée qu'on veut partager ça avec les jeunes d'ici, les jeunes de Mathieu Martin de 9e année, avec les parents, c'est vraiment, je pense, une opportunité ou une chose qui va rester à vie. Ça fait, on regarde au mois de juin, c'est à la fin du mois de juin, quand on regarde aller en Haïti, c'est certain que s'il y a la moindre vibration, qu'il y a des problèmes ou des choses comme ça, avec les bons parents qu'on a, avec les bons adultes qu'on a, c'est certain qu'on ne va pas faire le voyage. Mais jusqu'à présent, on va foncer de l'avant parce qu'il ne faut pas arrêter de s'organiser pour être prêt pour le voyage. Donc, présentement, juste pour vous donner un autre exemple, parce qu'on travaille beaucoup avec les écoles, 35% des jeunes haïtiens sont incapables de lire et l'enfant moyen dépense moins de 4 années à l'école. Ça fait, si vous pouvez juste vous imaginer, nos jeunes ici, 4 années d'école, ce ne serait pas acceptable. Ça n'arriverait pas dans des communautés, surtout des communautés très pro-famille comme Dieppe. Donc, pour nous autres, le projet Caméra pour guérir, on pose beaucoup le côté éducation. Aussi, en Haïti, il y a plus de 400 000 enfants sans parents. Et 1 sur 5 enfants va mourir avant l'âge de 6 ans. Donc ça, c'est une autre chose que moi, j'ai beaucoup de difficultés à accepter. C'est pour ça qu'on travaille dans des pays comme ça pour aussi aider. C'est certain qu'on aide ici, dans nos propres communautés, mais je pense qu'avec le projet Caméra pour guérir, on a été choyé de travailler dans plusieurs pays comme l'Afrique, la Colombie. Maintenant en Haïti, moi, ça fait depuis 2012 que je travaille en Haïti. Puis on a accompli des belles choses que je vais vous transmettre sous peu. Juste pour vous donner un petit aperçu, ça c'est les endroits que je restais à Port-Salut, appelés le reposoir. Donc vous pouvez voir les belles petites cabines, vous pouvez voir le côté, c'est tout près de l'eau, c'est vraiment une belle place. C'est bien, c'est une belle place à rester. Mais en octobre 2016, l'ouragan Matthew, je pense que vous vous souvenez de la grosse ouragan qui a frappé Haïti. Le village de Port-Salut a été complètement démoli. Il est en train de se faire rebâtir, mais un village d'à peu près 3 000 à 3 500 personnes
presque 1000 personnes ont perdu la vie le soir de l'ouragan. 960 quelques personnes. Donc ça, c'est la place que je reste, ou qu'on restait en Haïti, à Port-Salut. Après l'ouragan, voici le résultat de la même place que je vous fais juste démontrer. Donc ça a été un ouragan extrêmement grave, qui a frappé extrêmement dur, qui a aussi dévasté le village. L'école Saint-François, qui est à Port-Salut encore, elle a été démolie un peu, mais elle a resté un peu intacte, donc elle peut être réparée. Le reposoir est rebâti, donc c'est certain qu'on va aller visiter ce côté-là aussi. Mais comme vous pouvez voir, les conditions pour les jeunes pour se rendre à l'école, c'est pas facile. En moyenne, les jeunes marchent dans les routes que vous voyez, dans les conditions que vous voyez, à peu près 5 km par jour. Une direction, 5 km tous les jours, dans ces conditions-là, pour se rendre à l'école. Ils sont très fiers d'être à l'école. C'est un grand honneur pour eux autres d'être à l'école. Puis, c'est vraiment quelque chose à voir quand on les voit marcher parmi tout ça pour se rendre dans des grosses chaleurs avec pas beaucoup de nourriture. L'école qu'on travaille, si vous pouvez voir le projet qu'on va faire premièrement, il y a le côté caméra pour guérir, qu'on travaille avec les jeunes qui ont été traumatisés du désastre du tremblement de terre et aussi l'ouragan Matthew. Ça, c'est un projet, c'est caméra pour guérir. Le deuxième projet, c'est avec nos jeunes de Mathieu Martin, Jeunesse Acadie, Haïti. Et la troisième phase ou la troisième partie du projet, c'est la construction d'une école. Déjà, notre projet, on est sur la troisième phase de la construction de l'école. Si vous pouvez voir l'école avec le toit rouge, là, c'est une grande école. Dans cette école, il y a 430 jeunes qui vont là à l'école à peu près en moyenne grade 1, grade 8. Au bout un bout de l'école, il y a une église, l'autre bout, c'était kindergarten. Maternelle, excuse. La maternelle. La maternelle a subi le choc de l'ouragan, donc elle a été complètement détruite. Donc c'est ça qu'on veut rebâtir. Ça fait phase 1 a été la reconstruction du toit, la partie rouge, vous le voyez. Phase 2, en attendant pour la construction de la maternelle, qui est pour 82 enfants. On a construit un genre de terrain de soccer, un terrain de volleyball pour que les jeunes peuvent jouer, peuvent s'amuser. Phase 3 va être le terrain, la maternelle. Donc, c'est ça le projet. Les jeunes, c'est leurs initiatives. On est très fiers d'eux autres. Ils sont pas mal smart, vos jeunes, nos jeunes d'ici. Eux autres, leur projet, ça va être, ils veulent faire un jardin communautaire à un orphelinat qu'on va travailler avec Caméra pour guérir nos jeunes. Donc, ils vont participer à bâtir un jardin pour leur donner de la nourriture, qui est une très belle initiative de leur part. Vous voyez ça, je vais passer ça un peu vite parce que vous voyez ça, c'est les jeunes qu'on travaille avec. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Quand on était là au dernier voyage, on a amené des drapeaux canadiens, des choses comme ça. C'était formidable. J'ai aussi amené des bannières de Club Rotary de Dieppe, des choses comme ça. Donc, on a même représenté Dieppe en Haïti à notre dernier voyage à des réunions publiques. Ben, vous voyez que ça, c'est moi et Karen, quand on est entouré de jeunes, c'est plein de jeunes. C'est vraiment formidable de voir ces jeunes-là parce que même si ils sont en extrême pauvreté, des conditions de vie un peu affreuses, vous voyez les beaux sourires. Vous voyez, ils veulent vivre. Hein. C'est vraiment spécial de voir. C'est pour ça que je sais que nos jeunes qui vont venir avec nous autres à ce projet, à ce voyage, vont faire des liens, des connaissances, ils vont apprendre des choses qui vont leur rester pour le restant de leur vie. Puis c'est très positif, c'est très positif, puis c'est un grandissement que je pense qui est très spécial. Ça, c'est juste pour vous donner une idée à peu près des classes. Comme vous pouvez voir en haut, c'est une classe typique avec les jeunes. En bas, ils s'amusent à essayer de jouer au soccer. Aussi, on est partenariat, mon équipe là-bas, beaucoup de médecins,
des avocats, des gens d'affaires, des choses comme ça, des gens très, très, très bien placés dans les communautés, côté politique aussi. Et aussi, on est connecté, on vit, on travaille avec des hôpitaux. Donc, on reste parmi ça, on est entouré de tout ça. Vous voyez sur la photo en haut à gauche, je suis avec une partie de l'équipe. Puis, la valise bleue, il y a 400 piqûres qu'on a amenées d'ici, de l'Institut Figueroa ici à Dieppe. Des piqûres, la pénicilline, des médicaments pour aider à l'hôpital. Donc, on a un appui aussi des entreprises ici à Dieppe qui veulent nous aider à accomplir des choses. Donc, je suis très heureux de ce côté-là. Ici, c'était avec, quand j'ai parlé au groupe Rotary, le club Rotary Lacaille. Puis, c'est la bannière, là, vous le voyez, lui avec la chemise jaune, c'est la bannière avec le drapeau acadien, avec la ville de Dieppe sur le drapeau. Donc, c'est ça qui était l'échange qu'on a fait. Puis j'ai ramené le petit drapeau, vous le voyez, ça écrit Lacaille. Je l'ai ramené et je l'ai donné au Club Rotary à Dieppe ici, pour qu'eux autres peuvent l'avoir, parce que c'était à eux autres, c'était leur drapeau, c'était ça l'échange. Puis pour moi, c'est vraiment spécial, parce que c'est avec eux autres qu'on travaille. Puis avoir déjà un lien du dernier voyage avec la ville de Dieppe, je leur ai expliqué c'était où Dieppe, c'était quoi. Un peu d'histoire sur la ville de Dieppe, mais maintenant arriver en Haïti avec des adultes, des parents et nos beaux jeunes de Dieppe, je pense que ça va être quelque chose qui va être extrêmement intéressant pour tout le monde d'impliquer, parce que je pense que eux autres vont être très, très, très heureux de nous accueillir. Ils sont déjà. OK. Ça, c'est une partie de notre équipe. Vous voyez Karen qui est ici. Karen travaille avec moi sur le projet. Puis, ça, c'est un peu de notre équipe là-bas. C'est tout. Ça, il y a un prêtre, il y a un médecin, il y a un contracteur. Il y a plusieurs gens dans notre projet. Donc, on est bien, bien, bien entouré en Haïti. Puis, on n'est pas au centre-ville de Port-au-Prince. On est à 3 heures, 4 heures de Port-au-Prince, dans une ville appelée Lacaille, qui est à peu près 1 heure et demie du village de Port-Salut. On va être entre les deux villages, puis on va travailler dans les montagnes. Donc, c'est une place très relaxe, c'est une place très bien. C'est certain que c'est beau. Puis juste pour vous donner une idée, Lacaille serait quelque chose comme Moncton, Dieppe, Riverview, serait quelque chose comme ça. Puis Lacaille serait l'équivalent à quelque chose comme Bouctouche, même en distance, des choses, ça fait, c'est pas loin, mais comme vous pouvez voir, quand on va en Haïti, on voyage un peu lourd. C'est pour ça qu'avoir des groupes comme ceci, c'est ça, on va avoir beaucoup d'aide, beaucoup de bras pour amener des choses, on loue des camions, on amène beaucoup de choses pour faire la construction, pour bâtir. Donc, c'est un projet qui est extrêmement intense, qui demande beaucoup, beaucoup de travail. Ça fait ma participation tout de suite, c'est que j'organise à l'autre bout, tandis que tous les parents avec les jeunes ici organisent ici. D'habitude, je vais en Haïti ou à des pays comme ça, on est 2-3 personnes qui vont avec 18 jeunes, 18 adultes. Le budget monte un petit peu, là. C'est pour ça qu'on veut présenter puis parler de tout ça. Mais le but, surtout avec les jeunes, je suis très excité de ça, c'est justement c'est être capable de faire pousser les choses, être capable de donner à manger aux jeunes. C'est une grosse chose, puis c'est là que je pense qu'on va accomplir des choses, parce que la minute que les gens peuvent se nourrir, ça change la dynamique, ça change tout. C'est là que je pense qu'on va accomplir des belles choses. Ça, c'est des jeunes de la maternelle qu'on va reconstruire. En bas à gauche, c'est les 2 enseignantes qu'on travaille avec. Juste une petite note, quand on était là, moi et Karen, pour faire des photos,
on rencontrait les gens, on organisait, puis tout ça, puis on prenait nos photos pour documenter le projet et les gens qu'on rencontre. Si vous voyez la photo en haut à droite, les petits garçons qui sont là, puis tous les jeunes, tous les enfants qui vont à l'école en Haïti ou dans les pays en développement tiers-monde portent des uniformes. Fait que quand j'arrive à eux autres, j'ai dit ouais, vous êtes beaux, vous êtes assez beaux avec vos uniformes. Puis je pense que c'est lui, le deuxième à droite, là. Il m'a regardé, il dit oui, monsieur, mais on est habillé en rose. Il n'était pas trop impressionné d'être habillé en rose. C'était 4 petits garçons, puis il n'était pas trop fier de ça. Mais en tout cas, ils sont à l'école, puis ils sont fiers de ça, par exemple. Pour moi, ça m'a touché des petites choses comme ça, mais même que là-bas, avec des jeunes qui n'ont pas grand-chose, ils peuvent réaliser que je suis un petit garçon, puis je ne suis pas trop content d'être habillé en rose. Pour eux autres, c'était quelque chose. Mais vous voyez, c'est des jeunes, c'est des beaux jeunes, comme nos jeunes ici. C'est des jeunes enfants, ils sont plus jeunes que notre groupe. Mais vous voyez, c'est des beaux enfants. Puis la seule chose qui aimerait, c'est avoir l'opportunité d'une éducation. Peut-être un petit futur, un peu de nourriture. Juste pour vous donner une idée de ce qu'on a accompli avec le projet Caméra pour guérir, ça c'est un de mes groupes que j'avais travaillé au début de mes voyages. Ce que j'aimerais que vous remarquiez, c'est parti d'un groupe. Ça, c'est des jeunes d'à peu près 17 ans, 18 ans qui ont beaucoup de difficultés. La conversation avec eux autres était le suicide. Ils ne pensaient pas qu'ils méritaient de vivre. Il y avait des grosses dépressions. Les jeunes filles pensaient que ma vie est finie. Il y a des choses qui vont m'arriver qui ne vont pas être intéressantes. C'était pas trop. Regardez les visages. Vous voyez qu'il y a beaucoup de crainte, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de. Aucune confiance dans nous autres. En autre mot, qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi votre raison d'être? Ça fait une grosse partie de ce qu'on fait. Il faut qu'on leur laisse savoir qu'on est là pour les bonnes raisons. Aussi, remarquez avec les visages, remarquez la jeune demoiselle avec la chemise au bout, là, à droite, en noir. Elle m'a approché après, puis je vais vous parler un peu d'elle après, mais si vous voyez ce groupe ici, une semaine après qu'on a travaillé avec eux autres, avec les appareils, qu'on a commencé à les faire parler, ouvrir, exprimer, commencer à parler de leur douleur, une semaine plus tard, voici le même groupe. Okay? Ça fait vraiment une différente dynamique ici, dans une semaine de travail avec ces groupes-là. Puis en passant, on était avec des jeunes de l'Université de Moncton dans le temps que je travaillais avec. Puis c'était des jeunes qui étaient dans le département de psychologie pour nous aider. Puis on est beaucoup en consultation avec des psychologues, puis ça pour être capable de mettre des projets sur place. Pour revenir à la photo que je parlais d'eux avec elle habillée en noir, elle, son rêve, qu'elle pensait qu'elle ne pouvait jamais accomplir était qu'elle voulait être une comptable. Mais elle n'allait plus à l'école, plus les moyens d'aller à l'école, plus d'opportunités d'aller à l'école. Donc pour elle, sa vie était finie. Mon futur, zéro. Ça nous parlait comme ça. Puis je suis vraiment heureux d'annoncer que puis c'est nous autres qui avons pris garde à son éducation, qu'elle a gradué cette année, première dans sa classe à l'Université d'Haïti comme comptable. Donc, pour nous autres, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous touche, parce qu'on a vu une personne qui parle suicide jusqu'à une personne qui gradue à un niveau universitaire d'une carrière. Puis déjà, on est en train de trouver des clientèles comme des hôpitaux, des choses comme ça. Et aussi, j'ai dit si qu'elle faisait bien qu'elle pourrait peut-être nous aider une fois qu'on est là-bas avec nos reçus et toutes ces choses-là. Donc, elle peut mettre sur son résumé comme un client international. Pour elle, c'est quelque chose. Mais notre but, c'est certain que notre but, c'est les enfants, les jeunes, on veut les embrasser, on veut les aider, on veut leur fournir de la nourriture et aussi leur fournir des cahiers, des crayons et des écoles pour qu'ils peuvent s'éduquer, pour qu'un jour qu'ils peuvent être des bons adultes, pour aussi être capables de prendre garde à leur propre pays ou leur village ou leur ville, mais aussi prendre garde à leurs propres enfants. Donc, voici notre groupe.
C'est ça le groupe qu'on parle de venir avec nous autres. Je suis très fier des autres. Les jeunes sont incroyables. Leur vision, leur énergie. J'aimerais que je pourrais embouteiller ça. Donc, c'est à peu près ça le projet. Puis, je vous remercie beaucoup pour votre oreille, pour être capable de parler un peu de ce qu'on essaie d'accomplir. Puis, c'est certain que si vous avez des questions, ça me fera plaisir de répondre. Merci. Merci. Question de la part des membres du Conseil. M. Cormier. Merci, M. le maire. Félicitations. Merci. Puis, juste à la fin, tu as mentionné de l'équipement ou des crayons, des cahiers. Pour les jeunes qui sont à l'école, à la fin de l'année, là, il y a des mille et des mille feuilles qui s'en vont des potoirs, puis des centaines ou des mille crayons. C'est une opportunité, si vous avez la chance d'en apporter, de ramasser, mettre des boîtes dans les corridors de l'école. Moi, j'avais amené en 91, je ne sais pas combien de boîtes de pages, set de géométrie, effaçoirs, tout ce que les étudiants ici ne veulent pas, puis là-bas, c'est vraiment prisé, là. C'est un luxe, un gros luxe. Mais je vous félicite pour l'initiative. Merci. Puis je sais que les jeunes vont revenir, leur vie sera jamais transformée. Je le sais. En tout cas, merci. Merci bien. Merci, M. Cormier. M. Brideau. Et chapeau, M. Henry, chapeau à tous les jeunes qui sont ici ce soir pour votre beau travail. Pendant que tu parlais des choses d'école, les besoins que les jeunes ont, je pensais tout simplement, j'ai un fils qui travaille à chaque année avec la division J, la GRC à Fredericton. Puis chaque année, il organise un tournoi de hockey ici à Dieppe, vers la fin d'avril, mai. Là. Puis les argents qu'ils ramassent avec ça, c'est pour... Ils ont formé la fondation Gallagher qui a péri pendant la grosse tempête. J'ai visité son école. Puis... Et puis, eux autres, ces argents-là, c'est centré inclusivement pour des articles scolaires pour les enfants. Ah ouais? Oui. Puis, c'est peut-être une occasion, Est-ce je pourrais vous approcher pour avoir peut-être un contact? Un contact, oui, exactement. Oui, je connais le type qui s'occupe de ça là-bas, avec mon fils, puis... Parfait. C'est que c'est des choses, quand on parle de choses d'école, comme mon collègue vient de dire, il y a tellement de choses qu'on jette à la fin de l'année, puis que, pour nous, c'est la poubelle, mais pour eux, c'est... Puis il n'y a rien qui est gaspillé, hein. Zéro qui est gaspillé, c'est utilisé, donc c'est certain qu'on va communiquer avec vous. Je suis en contact avec vous, M. Henry. Merci bien. Merci. Merci, M. Brideau. M. Alain. Moi, je voulais juste souligner quand même le beau travail à Maurice dans toutes ces sites. Maurice, tu es une inspiration pour tout le monde. Tu viens juste de nous démontrer tantôt c'est quoi la vie de d'autres jeunes, en quelque part d'autres. Tu vas avoir des Benjamin Martin, des Julien Babineau, des Emma Donfous, Stéphanie Roy, Catherine Desjardins, Érica Dugas, les jeunes que je connais. Puis c'est des bonnes personnes. Puis tu vas... Puis je trouve que Louis disait tantôt que la chance à former nos jeunes à vibrer. Tu vas donner la chance là aux jeunes à vibrer. Puis je veux juste souligner aussi qu'est-ce que Jean-Claude disait, puis le conseil Brideau. S'il y a quelque chose qu'on peut faire, comme la ville, comme individu, s'il vous plaît, dis-nous. Puis je crois que c'est ça, des fois... Attention à ce que tu nous demandes. Non, je crois qu'il y a bien plus de monde qui sont prêts à participer puis à vous aider que vous le sachiez. Puis vous avez... Les ambassadeurs que je viens juste de nommer, c'est des bons kids. Oui. C'est des bons jeunes. Puis je crois qu'on a la chance de, encore comme ce que Louis disait, de former des jeunes qui sont complets. Oui. Donc, moi, je crois que c'est la communauté. Vous serez surpris que la communauté dieppoise est prête à faire. Ça, c'est certain qu'on aimerait de faire ce côté-là, parce que c'est quand même un voyage que, tu sais, c'est pas 50 cents pour se rendre là avec quarantaine de personnes. Là, donc, c'est vraiment précieux, M. Félicitations pour le bel initiative. Merci. Merci. Merci, M. Alain. Mme Marceneau. Merci, M. le maire.
Bien, félicitations, c'est une très belle présentation. Puis vous avez tellement un beau groupe. Vous êtes combien de parents avec les étudiants? On est à peu près moitié-moitié. Là. Je pense le but, c'est 18-18. 18-18. Ouais. Ça fait, en général, juste pour vous donner une idée du ratio, c'est Oui. parce qu'on a commencé à planifier, c'est à peu près d'avoir un adulte ou parent, ou un adulte pour chaque enfant. Pour chaque enfant. Donc, on va être certain qu'ils sont bien pris garde. Oui, je suis certain que la sécurité est toujours primaire là-dedans. Oui. J'ai trouvé ça assez visible, le fait que vous avez mentionné que c'était peut-être comparable à Bouctouche. J'ai pensé, waouh, ça va être une grosse différence, je suis certaine, mais au point de vue grosseur, superficie peut-être. Oui. Oui. Ils ont tourné de l'eau. Très belle présentation, bonne chance. Merci. J'espère que ça va on vous très bien tiendra au aller. courant, c'est certain, Oui. de ce qui se passe, puis on va faire des activités, des choses, donc vous serez mis au courant. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mme Arsenault. M. Godette. Merci, M. le maire. Je voulais juste demander par curiosité, qu'est-ce que vous allez faire là? Est-ce que c'est la construction? Est-ce qu'il y a de l'enseignement? La consultation? Qu'est-ce que vous faites pendant le temps que vous êtes là? Le temps qu'on est là, il y a comme 3 choses qu'on veut faire. La première chose, pas la première, mais la fondation du projet, c'est qu'il y a un orphelinat qui a été fondé par 2 jeunes, un couple, à peu près 28 ans. Puis eux autres, quand l'ouragan Matthew a frappé, quand c'était fini, il y avait plusieurs gens, notamment des jeunes, qui ont tout perdu. Leur maison, leurs parents, leurs enfants, leurs frères et sœurs, tout ça, ils ont tout perdu, donc ils sont seuls. Puis c'est des jeunes à peu près de la même âge que nos jeunes ici. Donc ce couple ici a trouvé une vieille église abandonnée, puis ils l'ont pris en main, puis ils ont amené à peu près 150 jeunes orphelins à vivre avec eux autres. Donc, ils prennent garde. Un couple qui n'a pas d'argent, ils prennent garde à 150 jeunes. Ça fait, on va travailler là. Ça fait nos jeunes, avec eux autres, c'est là qu'on aimerait bâtir le jardin pour les aider à se donner de la nourriture, des choses comme ça. Aussi, parce que ces jeunes-là ont subi un désastre naturel, ont subi du trauma sur le point de vue de perte. Donc, il y a je ne connais pas le terme en français, le survivor's guilt, quand quelqu'un survit, quand tout le monde est décédé. Ça fait, il y a beaucoup de complexité dans leurs émotions, de la confiance, dans leur valorisation, tout sur ce côté-là. Donc, avec les mêmes jeunes, on va travailler. C'est certain qu'on ne peut pas faire toutes les 150 dans ce voyage ici. C'est une initiative de 3 ans en passant, 3 années. On va travailler avec le projet Caméra pour guérir pour les aider à développer, premièrement, un côté émotionnel, communication, en travail de l'art pour ouvrir le dialogue et les aider à se valoriser et croire en eux autres-mêmes. C'est bâtir la confiance. Avec ça, tout dit, pas loin, mais à un autre côté, c'est jusqu'à l'école que je vous ai montré, là, avec le toit rouge. Puis c'est là qu'on aimerait d'être en partie, c'est de reconstruire la maternelle. C'est là qu'on aimerait d'être à ce point-là, parce que c'est phase 3. Toit est fait, le terrain de soccer est bâti, le trottoir, le terrain a été tout organisé. Maintenant, ce serait phase 3 de reconstruire l'école. Mais tout est basé sur les budgets de qu'est-ce qu'on peut faire. Ça fait nous autres, moi, ça c'est mon projet, c'est parti de Caméra pour guérir, c'est bâtir la maternelle. En passant, ça va être la 4e école que Caméra pour guérir bâti. J'ai bâti 3 écoles en Afrique, puis c'est ma première en Haïti. Donc, c'est la 4e école. Donc, c'est certain que d'habitude, je ne pense pas à 40 personnes. Ça fait le tout, il y a beaucoup d'attention qui va là. D'habitude, je vais soit juste moi. Au début, c'était juste moi, j'allais tout seul. Maintenant, je suis avec Karen puis 2-3 autres personnes qui viennent avec nous autres. Donc, on concentre Caméra pour guérir et la construction de l'école. Mais on travaille seulement à la construction de l'école après quelques années d'être présent dans le village.
On ne va juste pas là bâtir une école d'un village juste comme ça. Là. Ça fait on connaît les jeunes, on connaît les gens, on connaît les personnes impliquées dans le village. Comme déjà, ça fait la première fois que j'ai été à Port-Salut, c'était en 2012. Donc, on connaît les médecins, on connaît les professeurs, on connaît les prêtres, on connaît les gens qui sont là. Donc, maintenant, c'est le temps d'aider. Parce que les projets, c'est mon quatrième projet à Camera Bulgaria. On a travaillé aussi avec des jeunes qui ont été handicapés, qui ont perdu des membres, des bras, des jambes durant le tremblement de terre. Il y avait beaucoup de filles, pour un exemple, qui avaient beaucoup de difficultés dans leur confiance. Maintenant, ils veulent tout être des modèles. Mais on les a aidés sur ce côté-là. On a fait un partenariat avec la fondation Healing Hands et la Croix-Rouge qui nous a aidés dans le temps qu'on était là. Donc, on a fait plusieurs projets. Le projet ici avec nos jeunes, Jeunesse Acadie, Haïti, ça, c'est avec... c'est certain que on veut faire des choses comme ça, puis c'est le temps. C'est le temps de le faire. On va voir comment est-ce que ça va aller. Merci. Félicitations. Merci, M. Godette. Je ne vois pas d'autres lumières qui s'allument. Alors, encore une fois, on vous remercie, on vous encourage, on vous supporte. Merci. Je pense qu'il reste encore des donuts dans le frigidaire chez nous, là, des donuts congelés encore. Là. Je pense qu'il en reste encore. C'est impressionnant en passant. Hein? Voilà. 963 douzaines en une semaine et demie, je pense. Mais outre ça, on est surtout très fiers de nos jeunes. Moi, je l'ai déjà exprimé sur ma page Facebook. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais moi, ça me touche de très près. De voir une des miennes qui s'en va là, ça me touche de très près, considérant l'historique avec un de mes oncles. Alors, on a bien hâte de vous voir à votre retour. Ah, puis c'est certain parce que là, tout le monde va voir beaucoup de photos. Comme photographe, on est 2 photographes professionnels. On documente tout, donc ça nous fera plaisir de faire des présentations publiques, mais aussi viser sur le côté de ce que les jeunes ont vécu. Donc, bon jardinage. Beau jardinage. OK, merci. Merci bien. Alors, prochain item au menu. Service d'ingénierie, non, le monsieur complexe communautaire. OK. Mise à jour de la construction du centre intergénérationnel. Exactement. Bonsoir, M. le maire, membre du conseil. Je suis ici aujourd'hui, ce soir, pour vous donner une mise à jour de la construction de notre complexe communautaire intergénérationnel. Donc, nous, l'intention, c'est de revenir au mois d'avril et au mois de juin pour vous donner encore une mise à jour de où est-ce qu'on est rendu et où est-ce qu'on s'en va. Donc, on parle des tranches d'environ 2 mois. Donc, qu'est-ce qu'on a fait les 2 derniers mois et qu'est-ce qui s'en vient dans les 2 prochains mois. Ça fait que c'est ça l'intention de notre côté avec vous. Ici, je voulais juste vous situer, disons, quand je vais parler de la région 1, 2, 3, 4 et 5. Juste pour vous situer, la région 1, c'est la partie avant du building, disons, le violet que vous voyez sur l'écran. Le 3, c'est la partie verte qui est tout près de la rue du collège. La partie 2, la partie centrale entre les 2 glaces. 4, c'est juste en haut, le côté mécanique du complexe. Et la partie 5, non la moindre, la deuxième glace, disons la glace plus communautaire. Alors, quand je vais vous parler des régions 1, 2, 3, 4, 5, ça va vous situer un peu où on est rendu avec la construction. Donc, le début des travaux a commencé le 2 janvier, le lendemain du 1er. Ça fait qu'on n'a pas perdu de temps en 2019 pour se rendre jusqu'au bout pour l'ouverture prévue à l'automne 2020. Le début de l'excavation a débuté le 7 janvier et on a aussi préparé la base du stationnement en même temps. Donc, l'excavation en passant est presque terminée. On parle d'environ 6 à 7 000 camions qui ont sorti du matériel depuis le 2 janvier.
Donc, il y avait beaucoup de trafic sur le collège, oui, mais là, on est environ à 80% de terminé au niveau de l'excavation. Ça fait qu'on est, je vais le dire vite, là, on est un peu d'avance sur notre cédule, mais vous savez comme moi, au niveau de la construction, on peut s'allonger sur d'autres choses. Là, tout de suite, ça va bien. Qu'est-ce qu'on a fait? L'excavation de la région 1, qui était la partie avant, et la région 3, qui est la glace principale, ça c'est terminé complètement. Donc ça c'était les deux régions que nous de notre côté on voulait s'attaquer en premier. Pour ensuite débuter la fondation de la région 1. Donc ça fait 2 semaines qu'on a débuté les fondations et en passant, on parle au niveau du béton, on parle de 2500 mètres cubes de béton. Ça équivaut à peu près plus de 300 camions de béton dans le projet. Ça fait que ça vous donne une idée un peu de l'infrastructure qu'on a ou qu'est-ce qu'on va avoir en 2020. C'est quand même assez impressionnant. Donc, ici, la fondation a débuté et la fondation de la région 1 sera terminée d'ici à la fin de la semaine prochaine. Donc, la fondation est terminée et on va poursuivre vers la région 3, dont la glace principale avec la fondation. Ensuite, à venir, c'est vraiment de poursuivre l'excavation parce que nous, c'est l'empreinte du building, disons, du complexe, mais on a aussi les stationnements, les choses comme ça à faire par la suite. Donc, on va poursuivre sur cette lancée-là dans les prochains mois jusqu'en avril. Et encore là, la fondation de la région 1 et 3 est rendu au début avril, selon les horaires, on va débuter les structures métalliques. Donc, nous, de notre côté, vous allez voir commencer à voir cette phase du complexe commencer à s'ériger. Donc, la région avant et la plus grande patinoire vont commencer au début. Donc, pour vous remettre en question et remettre des questions ici, c'est le 1, ensuite on va commencer le 3 et on va aller vers l'ouest pour poursuivre le côté fondation, structure métallique et autres. Donc, nous, de notre côté, c'est un petit peu l'idée que pas moi, mais notre design builder, Pomelo, nous ont proposé. Et puis, on a une cédule qui est quand même révisée à chaque 2 semaines. On s'assoit là, où est-ce qu'on est rendu, où est-ce qu'on s'en va. Alors, c'est quelque chose de bien. Je sais que j'ai déjà été demandé pour faire des visites. Présentement, il y a tellement de trafic, disons, sur le site comme tel, c'est que c'est un petit peu dangereux. Mais c'est certain que dans les prochaines semaines, peut-être les prochains mois, on va organiser, oui, des visites avec vous, si ça vous tente. Je pense que tout le monde, ça leur tente d'aller voir ça. Mais présentement, au niveau la circulation sur le site, c'est tellement dense présentement que c'est un petit peu dangereux. Ça fait que je vous demande, puis on n'a pas eu de problème, mais je vous demande de bien respecter ça, d'aller pas sur le terrain sans les équipements et tout ça, puis on va bien organiser ça, on va bien coordonner ça avec vous pour faire des futures visites. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions de votre côté. Question, M. le conseiller Godet. Merci, M. le maire. Juste pour savoir, j'ai su que possiblement qu'il y aurait un webcam d'installer pour voir la construction de façon de loin sur l'Internet. Quand est-ce que tu penses que ça pourrait être installé, ce caméra-là? Ça a été installé aujourd'hui. Ah, good. Donc, oui, c'est un bon timing. Là, présentement, je ne suis pas certain s'y aller en ligne, mais M. Degg m'avait... Demain. Ça fait que demain, ça sera en ligne. Donc, la caméra est installée. Puis, je remercie notre directeur des TI dans le grand froid aujourd'hui qui a été gelé ses mains pour aller installer la caméra. Mais les gens pourront suivre ça en direct de notre côté. Parfait. Ils vont pouvoir voir ça à côté des 2 autres webcams. C'est ça sur le site web ou c'est un endroit totalement différent? Là, je ne suis pas certain exactement au niveau des communications. Je pense qu'on a quand même on a un site web, le www.complexediep
complex.ca. Ah, ok. Je pense que ça sera là-dessus, mais il y aura un lien à partir de notre site web pour aller vers Oui, la parce qu'on caméra. a 2 webcams déjà, là, placées à 104, puis Oui, exactement. Fait que- si on pouvait avoir les 3 oui, ça On c'est a beaucoup accessible. plus, pour être correct, là, on a beaucoup plus que 2 caméras autour Oui, de la on a ville. sur les Ouais. coins de rue. là. Oui, c'est ça. Il y en a plusieurs Ils sont autres pas aussi sur les beaucoup, coins. autres, les 2 Ah, autres. OK. C'est plus pour les accidents, ceux-là. OK. Ou éventuellement, possiblement pour des infractions telles les gens qui passent sur les lumières Oui, rouges. oui, Si on peut c'est ça. convaincre le gouvernement provincial d'agir de ce côté-là, il y aura des revenus pour tout le monde. OK. Je suis content que Merci. ça s'installe. Merci. OK. Merci. Quelqu'un d'autre? Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Oui, M. Nadeau, je te félicite parce que franchement, vous avez agi très vite parce que juste depuis le début janvier, vous en avez fait beaucoup déjà. Puis je félicite Pomerleau aussi pour être capable de mettre tout ce béton-là avec tout le froid et la température qu'on a eue. Franchement, là, c'est vraiment remarquable. Je vous félicite pour ça. Puis j'espère que, comme vous avez mentionné, que le béton va être bien solide puis que ça va être très, très bien. Ça va être très, très bien, oui. Merci beaucoup. Merci, M. le maire. Juste une question. Quand on parle de webcam, c'est pas juste pour nous autres. Les gens peuvent rentrer dessus et aller suivre les mêmes choses que nous autres on verrait. Exactement. C'est À parfait. partir d'un lien. Oui, c'est ça. De la même façon qu'on peut regarder la place 1604. Oui, oui. Parfait. Parce que ça donne une chance aux gens de suivre le développement, puis ça implique aussi à amener des gens aussi plus à utiliser notre système. Puis, je l'espère, de ne pas aller sur le site. Oui. Ils peuvent voir de loin. Oui, exactement. Merci, M. Nadeau. D'autres questions? Aucune autre question? Alors, merci pour votre présentation et on se revoit dans 2 mois. On ne va pas vous laisser oublier. Prochain projet à être discuté, c'est très en saison. Le dépôt à neige, notre projet de dépôt à neige. Madame Spencer, bonsoir. Et M. Bourque, excusez-moi. Bonsoir. J'ai tenté d'encourager Mme Spencer de faire toute la présentation, mais elle voulait que je fasse l'introduction. Une présenter bonne volonté de partage. C'est ça. C'est un projet qu'on travaille en commun, le service de travaux publics avec le service d'ingénierie. C'est un besoin qui a été identifié il y a plusieurs années, un endroit pour entreposer notre neige. Ça a été présenté pour la première fois au Conseil à l'automne 2016, alors ça fait quelques années qu'on en parle. Puis ça, c'était suite d'un hiver record qui avait commencé à l'entour du 20 janvier en 2015, parce que jusqu'à là, on n'avait pratiquement rien sur le sol. J'ai un peu de statistiques, j'ai été voir dans mes notes. 139 cm qui incluait, parmi 3 blizzards, dans 7 jours, 139 cm de neige. Puis on a eu 540 durant toute la période jusqu'à la mi-fin mars. Cette année-là, nos déneigeurs de trottoir, la neige était bien plus haut que le déneigeur comme tel. Ça fait que le besoin était identifié déjà avant. Le défi qu'on rencontre souvent dans le déneigement, c'est où est-ce qu'on met la neige. On a des endroits qu'on utilisait comme le cul-de-sac de la rue Benjamin, mais maintenant il y a une entreprise d'installer, on ne peut plus aller là. Il y a sur la rue Ruffin, juste à côté du centre des opérations, qu'on utilise toujours, mais qu'à un moment donné, il y a un développement qui s'en vient, à un moment donné, sur ce terrain-là. Il y a également des ententes sur l'aviation avec l'aéroport. Et on utilisait beaucoup de petits sites, ici et là, des endroits où est-ce que nos arrêtés ne nous permettent pas de faire ce genre d'activité-là. Également, il faut considérer les éléments environnementaux. Et puis, les sites, les principaux qu'on avait, ça vend ou ça ne nous appartient pas. Ça fait qu'à un moment donné, il fallait regarder quelque chose. Alors, je ne vais pas faire toute la présentation. Angèle va venir vous en parler.
mais on cherchait un site qui était grand assez pour accommoder nos opérations de déneigement, mais également qui permettrait des contracteurs privés de l'utiliser également. Alors, c'est un des objectifs qu'on a. C'est sûr qu'il y aura un frais pour l'utilisation. Notre ville voisine fait la même chose. Notre site sera à peu près la moitié de la grandeur de celui de nos voisins, mais il faut dire qu'on a un tiers des routes comparativement à nos voisins. Et aussi, on a l'opportunité d'expansion sur le site proposé. Alors, là, je m'aperçois, parce qu'on travaille le projet ensemble, puis je suis rendu dans la partie où est-ce qu'Angèle, directrice d'ingénierie, devrait vous présenter. Ça fait que je vais lui laisser finir au moins. Ça fait qu'elle pourra répondre à vos questions. Juste un commentaire sur les statistiques. Le fait qu'on a un site qui est la moitié de celui-là de Moncton, c'est bon d'avoir ces ambitions-là, qu'éventuellement, notre population va continuer à grandir. Alors, c'est bon aussi d'avoir pensé aux agrandissements futurs. Bien ça. Oui. Merci. Donc, bonsoir. Bonsoir, Mme Switzer. Bonsoir. Donc, comme M. Book l'a mentionné, on avait plusieurs sites au cours des années, mais on n'avait aucun site qui était dédié. Et on se base toujours sur l'hiver 2015 parce que ça a été la plus grosse dans la récente histoire pour les volumes de neige. Donc, lorsqu'on est regardé à choisir un site, on voulait regarder qu'il soit à l'écart des développements résidentiels. Donc, puisque le déneigement, ça peut être une opération de 24 heures, la nuit quand les gens dorment, donc on voulait s'assurer d'être le plus possible à l'écart des développements donc, pour minimiser le bruit. Et aussi la poussière en été s'il y a des gros vents, tout ça. L'autre chose, c'est pour rencontrer les normes environnementales. Donc, il faut être, on ne peut pas être proche des ruisseaux ou des terres humides. Il faut aussi construire un étang de rétention. Vous verrez sur les dessins. Vous verrez plutôt. Notre site est situé près des autoroutes. Donc, ça aussi, c'est un avantage. Et comme Raymond l'a mentionné, c'est une source potentielle de revenus avec les entreprises privées qui ont démontré l'intérêt à utiliser un site futur et aussi permettre l'expansion future. Donc, pour l'emplacement du site, il est situé à l'est de l'aéroport, à partir de la rue Champlain, donc il y aura un chemin d'accès de construit pour se rendre au site. Ici, on peut voir une photo aérienne. Donc, c'est le terrain qui est situé juste à la gauche de la scierie Lakeburn Lumber. Vous pouvez aussi apercevoir le carré au milieu du site, c'est une tour de NAV Canada. Et le dépôt à neige même serait situé à peu près où est le X rouge. Donc, comme vous pouvez voir, au sud du X rouge, il y a amplement d'espace pour de l'expansion future. On sait qu'on a vu que la ville continue à grandir, donc à un moment donné, dans les années futures, ça permettrait l'expansion du site. Il est aussi à noter que la partie supérieure du site serait réservée pour du développement futur. Donc, c'est sûr qu'il faut que ce soit une entreprise qui soit compatible, genre industrielle, compatible avec le va-et-vient des véhicules, le bruit et tout ça. Donc, ici, on peut voir à la gauche un dessin préliminaire. Notre chemin d'accès est situé à peu près au milieu du site. Il fallait travailler avec les élévations sur la rue Champlain, mais aussi les élévations du sol qui sont situées sur ce site-là et qui nous amènent au dépôt à neige comme tel. En bas à gauche, c'est difficile à voir, mais juste dans cet endroit ici, c'est l'étang de rétention qui va collecter tout le ruissellement du site afin que les sédiments puissent être déposés avant que l'eau soit relâchée à l'environnement. Et du côté droite, on voit un égout collecteur sanitaire futur. Donc, c'est pour l'expansion du parc industriel de l'avenue Aviation. Pour les futures phases, il va falloir qu'on construise un égout collecteur afin de pouvoir accommoder ce développement-là. Donc, cet égout collecteur-là pourrait être construit juste à côté de notre chemin d'accès dans la même emprise. Donc, pour ce qui est de l'échéancier, les dessins sont en train d'être préparés présentement. On s'attend d'aller en appel d'offres par la mi-mars, ouvrir les soumissions le 5 avril, vous revenir au conseil pour l'approbation de l'entrepreneur et des frais d'ingénierie reliés à la construction le 23 avril, pour que la construction puisse commencer vers la fin mai suite aux
que les restrictions sur les routes soient enlevées. Et le site serait prêt pour le prochain hiver. Donc, c'est ça. Merci. Question? Les membres du Conseil. Monsieur Alain. Madame Spencer, la terre là, est-ce que c'était déjà nous autres, c'est ça? Présentement, ça appartenu par Expansion Dieppe, mais très prochainement, il va y avoir des échanges de terrain afin de permettre la partie supérieure sera réservée pour du développement, donc ça sera encore Expansion Dieppe qui l'appartiendra. La partie inférieure deviendra la propriété de la ville. Qu'est-ce qui est l'historique du terrain? C'est quelque chose qu'on a toujours appartenu, Expansion n'a pas toujours appartenu ou quelque chose? Non. Comme vous vous rappellerez sans doute, ça a été soulevé à huis clos notre dernière réunion. Alors, les détails sont déjà dans vos dossiers. Peut-être pas de 100%, là. Ouais, la dernière question en particulier. L'historique du terrain, je ne sais pas qui pourrait nous informer là-dessus. Je ne vois pas personne d'Expansion Dieppe ici, là, mais étant donné que c'est juste à côté de la tour, j'ai l'impression que c'est relié, puis il y a des échanges de terrain qui sont inclus là-dedans. Puis, on a déjà dit plus qu'on devrait en public pour le moment. Parfait. Merci beaucoup. C'est tout? Personne d'autre? C'est let it snow, let it snow, let it snow. OK. Surtout pour l'automne prochain, c'est ça. Maintenant, ça peut arrêter. On en a déjà su. La neige me dérange moins que le froid. Alors, c'est ça, ça conclut la réunion de ce soir. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie notre vaste public pour leur patience. Bonne fin de soirée.